Le 9 février 2019, Jana, une Islandaise arrivée à Dublin, en Irlande, pour retrouver son conjoint, est très inquiète. Son fiancé, justement, Jon Jonsson, arrivé la veille pour participer à un tournoi de poker, a quitté leur hôtel dans la matinée et n'est pas rentré. Il ne répond pas non plus à son téléphone portable. Et pourtant, la veille, il était bien présent à ce fameux tournoi de poker. 5 ans plus tard, alors qu'aucun élément n'a permis jusque-là de savoir ce qu'il était arrivé à Jon Jonsson, la police irlandaise reçoit une lettre anonyme. Alors que s'est-il passé ? Jon Jonsson a-t-il disparu volontairement ou a-t-il fait une mauvaise rencontre ? Bonjour à tous, j'espère que tout va bien, je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous rejoignez tout juste la chaîne, et à activer également la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos qui arrivent. Avant de rentrer dans cette étrange disparition, je voulais vous remercier déjà pour tous vos messages ces dernières semaines, que ce soit pour l'arrivée du studio, vous avez été très nombreux à m'envoyer des messages, mais surtout pour l'arrivée d'une nouvelle petite fille de mon côté. Merci pour tous vos messages de félicitations. J'en ai reçu beaucoup en commentaire, également sur Insta, etc. Je ne pouvais pas répondre à tout le monde, donc je le fais ici. Vraiment, merci, ça me touche, ça me va droit au cœur. Et merci, en règle générale, pour votre soutien au quotidien, pour l'évolution de la chaîne, etc. Honnêtement, je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je lis un maximum de messages et tous les messages me font extrêmement plaisir. Donc, encore une fois, je le dis, ça fait beaucoup de merci, mais sincèrement, merci pour ça. Allez, on ne perd pas de temps et on rentre dans l'histoire, c'est parti. Jon Jonsson, qui nous intéresse donc aujourd'hui, c'est cet homme. Il est né en Islande le 30 octobre 1977. Il vit avec sa mère, Anna Trastardottir, et elle est née de 5 enfants. Jon Jonsson a 2 petits frères, David et Daniel, et 2 petites sœurs, Anna et Torun. La fratrie est très unie et malgré quelques petites jalousies, on va dire normales quand son premier petit frère est né, Jon Jonsson est très vite devenu un grand frère exemplaire pour toute la fratrie. Alors si vous vous dites que c'est un petit peu étrange d'appeler son fils Jon quand son nom de famille est Jonsson, sachez qu'en Islande, et là on va faire un petit peu de culture, il n'y a pas vraiment de nom de famille. On utilise comme nom de famille pour les enfants le prénom d'un des 2 parents auquel on ajoute son pour les garçons et dottir pour les filles. Par exemple, c'est comme si moi, j'étais né donc en Islande, mon père s'appelant Raymond, eh bien, mon nom de famille, ça aurait été Raymondson. Charlie Raymondson. Ça sonne pas mal quand même. Les grands-pères de Jon s'appelaient tous les 2 Jon, ce qui donne Jon Jonsson. Et donc, si vous avez bien suivi, les sœurs de Jon ne portent pas le nom Jonsson, mais Jon Dottir. Voilà, pour la petite parenthèse. Revenons donc à Jon Jonsson. Il est décrit par ses proches comme quelqu'un de charmant, doux, courageux et têtu. Après une enfance et une jeunesse heureuse aux côtés de sa grande famille, Jon Jonsson quitte le domicile familial relativement tôt. En 1995, il rencontre Nina, une jeune femme qui devient sa meilleure amie, puis très vite sa petite amie. Il finit par se marier avec elle et Nina et Jon ont ensemble 2 enfants, 2 filles, Elena et Julia. Malgré l'amitié et la tendresse qui les lient, Nina et Jon décident finalement de se séparer, il n'y a plus d'amour, mais restent en de très bons termes. Quelques années plus tard, ils rencontrent une autre jeune femme, Christiana, déjà mère également de 2 enfants, et surnommée Jana. Jana et Jon se mettent en couple. Et Jon se comporte en père de famille pour les 4 enfants qui l'entourent. Ses 2 filles à lui, Elena et Julia, mais aussi les 2 enfants de Jana. En vieillissant, les proches de Jon Jonsson, et notamment ses frères et sœurs, Daniel, David, Anna et Torun, voient en Jon un roc, quelqu'un sur qui ils peuvent toujours compter, toujours s'appuyer. Cette personne à qui ils feraient appel s'il leur arrivait quoi que ce soit. Son ex-femme, Nina, pense la même chose. Jon sera toujours là pour elle et pour leurs 2 filles. C'est l'image que Jon renvoie. Vous l'avez compris, Jon Jonsson est considéré comme quelqu'un de fiable, de sûr. C'est un pilier essentiel pour tous les membres de sa famille et ça c'est important parce que justement c'est pour cette raison que sa disparition va susciter énormément d'interrogations. Tout va bien en plus de ça dans sa vie.
Jon Jonsson est heureux. Il fait un métier qui lui plaît, il est chauffeur de taxi en Islande et il a de beaux enfants en bonne santé. Il s'entend bien avec tout le monde, je l'ai dit, il aime passer du temps avec ses proches, mais il aime aussi jouer au poker et il adore voyager. Il lui arrive d'ailleurs souvent de partir quelques jours avec Yana pour participer à des tournois de poker dans différents pays d'Europe. C'est vraiment une passion et ça lui prend du temps. Le vendredi 8 février 2019, justement, Jon Jonsson est alors âgé de 41 ans et quitte son Islande natale pour 10 jours. Il prend un avion pour se rendre en Irlande, à Dublin. Il s'y rend seul pour participer à un tournoi de poker ce week-end-là dans la capitale irlandaise, le Dublin Poker Festival, qui a lieu tous les ans au mois de février et qui réunit des centaines de joueurs de poker professionnels et amateurs comme Jon. Yana, sa nouvelle compagne, doit le rejoindre dès le samedi pour ensuite passer des vacances en amoureux une fois le tournoi terminé. Il arrive donc en Irlande le vendredi 8 février 2019 et se rend immédiatement à son hôtel, qui est l'hôtel Boddington, situé à Whitehall dans les quartiers nord de Dublin. C'est cet hôtel d'ailleurs qui accueille aussi le tournoi de poker auquel Jon doit participer. Donc c'est plutôt confort pour lui. Il y est inscrit et le tournoi commence le soir même et doit durer toute la nuit. Jon joue donc aux cartes toute la nuit. Puis une fois sorti du tournoi, il monte dans sa chambre d'hôtel. Sa fiancée Yana arrive, elle, le samedi 9 février à Dublin. Il est environ 10 heures lorsqu'elle se rend à l'hôtel Boddington, dans la chambre réservée par Jon. Elle le trouve d'ailleurs dans la chambre. Il est en train de dormir paisiblement pour, évidemment, rattraper la nuit qu'il vient de passer à jouer au poker. Yana lui dit qu'elle est arrivée, ils échangent quelques mots, puis la jeune femme décide de quitter l'hôtel pour aller prendre un café ailleurs et le laisse terminer sa nuit. Il faut savoir que c'est la première fois qu'ils se rendent en Irlande tous les deux, ils ont donc hâte de visiter Dublin et surtout de profiter de leurs vacances en amour. Yana quitte donc l'hôtel peu après 10 heures du matin en direction d'un bar pour prendre son petit déjeuner. Jon, lui, reste à l'hôtel Boddington pour, je vous l'ai dit, dormir encore un petit peu. Il est convenu qu'ils doivent se retrouver dans la journée pour passer du temps ensemble et visiter la ville. Mais la journée passe et Yana ne retrouve pas son fiancé. Il ne répond pas non plus à son téléphone portable. Lorsqu'elle rentre à l'hôtel quelques heures plus tard, persuadée que Jon dort encore, elle se rend compte qu'il n'est plus là. En fait, son conjoint a quitté l'hôtel sans le lui dire. Et ça ne lui ressemble pas. Il aurait dû au moins lui laisser un message. Et plus étonnant encore, il a laissé son téléphone portable, son passeport et son portefeuille dans la chambre d'hôtel. Il n'a emporté avec lui que la clé de la chambre. Ça surprend un peu Yana parce que, je vous le rappelle, c'est la première fois que Jon se rend à Dublin, il ne connaît pas du tout la ville, il n'a pas eu le temps en plus la veille de voir où il était vraiment. Il est étonnant qu'il ne prenne pas au moins son téléphone portable, au cas où il se perdrait par exemple. Yana est un petit peu inquiète, mais elle ne s'affole pas tout de suite. Elle commence par appeler la famille de Jon pour savoir si quelqu'un sait quelque chose, on ne sait jamais. Si Jon a essayé peut-être de les contacter, mais personne n'a eu de nouvelles et personne ne s'inquiétait puisque Jon n'est parti que la veille et tout le monde savait qu'il participait à un tournoi de poker toute la nuit. Donc pour les proches, c'est normal de ne pas avoir de nouvelles pour l'instant. Ce n'est que le lendemain, le dimanche 10 février 2019, que, toujours sans nouvelles de Jon et de plus en plus inquiète, Yana se rend à la police de Dublin, la Garda, pour signaler la disparition de Jon Jonsson. Au vu des circonstances, la Garda, la police irlandaise, prend tout de suite la disparition de Jon Jonsson au sérieux. Un homme, père de famille, venu en Irlande pour participer à un tournoi de poker et pour passer des vacances avec sa fiancée, c'est pas vraiment le profil d'une personne qui disparaît volontairement. Voilà ce qu'il pense. De plus, il a laissé son passeport à l'hôtel. Étant islandais en Irlande, il n'ira pas bien loin sans son passeport. Pour les policiers, il a fallu l'intervention d'une tierce personne, c'est quasiment certain. Et pour tenter de répondre à la question « Qu'est-il arrivé à Jon Jonsson ?», la police décide de scruter les images des caméras de vidéosurveillance. Puisque cet homme n'est plus dans sa chambre d'hôtel,
il a forcément été filmé sortant de cette chambre ou au moins sortant de l'hôtel par les caméras de l'établissement. Vont suivre alors des heures et des heures de visionnage d'images de vidéosurveillance par les agents de la Garda. Ce qu'on sait pour l'instant, grâce au témoignage de Yana, sa fiancée, c'est que John dormait tranquillement à l'hôtel à 10 heures quand elle est partie boire un café et qu'il n'y était plus quand elle est rentrée quelques heures plus tard. Ça, c'est une certitude. Mais alors, que s'est-il passé entre-temps? Eh bien, les images vont parler. D'abord, les agents de la police irlandaise vont se rendre compte que Jon Jonsson n'est pas resté dormir si longtemps que ça après le départ de sa fiancée Yana. Les images le prouvent. Jon est sorti de sa chambre à 11h03 ce jour-là et a quitté l'hôtel aux alentours de 11h05. Il est filmé par les caméras de vidéosurveillance du Bonington Hotel, quittant les lieux par la grande porte. À ce moment-là, comme on peut le voir sur les images, il n'a pas de valise, il n'a rien sur lui qui pourrait donner l'impression qu'il quitte les lieux définitivement. On a plutôt l'impression en fait qu'il part se promener, peut-être justement pour rejoindre Yana, pour boire un café avec elle. Vous le voyez aussi, à ce moment-là, il porte un jean noir, un manteau noir, ouvert sur un t-shirt noir avec une image sur le devant et les mots « Nos futurs ». Le même qu'il portait au tournoi la veille, il a aussi des baskets noires. Les enquêteurs vont alors tenter de le suivre dans les rues de Dublin pour savoir où il s'est rendu à ce moment-là. Parce que, d'après Yana, il n'était pas prévu qu'il quitte l'hôtel quelques minutes après elle. En tout cas, il ne s'était pas donné rendez-vous immédiatement. Personne ne sait où il se rend lorsqu'il quitte l'hôtel peu après 11h. Mais les agents de la Garda vont tout faire pour essayer d'élucider ce mystère parce que c'est ça qui pose question, où est-il allé? Et ils se rendent compte que Jon Jonsson est aperçu alors une deuxième fois par une caméra de vidéosurveillance, alors qu'il passe devant un bar, le McGettingans Bar. À ce moment-là, on peut voir qu'il marche tranquillement, comme s'il se promenait une fois de plus, il n'a pas l'air spécialement préoccupé, plutôt détendu, au contraire. Il ne marche pas vite, il fume une cigarette. Puis les agents de la Garda parviennent à l'identifier une troisième fois, 2 minutes après sa sortie de l'hôtel à 11h07 précisément, alors qu'il longe le centre de santé Highfield sur Swords Road. Jon Jonsson semble alors marcher en direction de Collins Avenue. Malheureusement, eh bien c'est la dernière fois que Jon Jonsson sera identifié sur des images de vidéosurveillance. Les enquêteurs ne parviendront pas à retracer la totalité de son trajet, mais d'après ces images, Jon Jonsson n'a pas l'air d'être parti définitivement, volontairement, puisqu'il n'a pris aucune de ses affaires. Encore une fois, il ne semble pas stressé, pas préoccupé, il a l'air plutôt détendu sur les images. Il marche tranquillement. C'est ce que voit la police. Et enfin, il est seul sur les images et n'a pas l'air d'être suivi non plus. Alors que les enquêteurs continuent d'éplucher des centaines d'images de vidéosurveillance de la ville pour tenter de retrouver une potentielle trace de Jon Jonsson, sa famille arrive à Dublin. Une dizaine de membres de sa famille, incluant sa mère et ses frères et sœurs, se déploient dans la capitale irlandaise avec des affiches pour faire le tour des quartiers de Dublin et tenter d'en apprendre davantage sur la disparition de Jon. Mais aucun élément supplémentaire ne leur permet de comprendre ce qui a pu se passer. À court d'infos qui pourraient aider à comprendre où il est passé, la police irlandaise appelle alors à l'aide des citoyens de Dublin, et notamment des chauffeurs de taxi, des motards ou encore des cyclistes qui auraient pu enregistrer, vous savez, des images de Jon sur leur dashcam. Cette fois encore, c'est un échec, aucune image supplémentaire n'est rapportée à la Garda. Et le trajet connu de Jon Jonsson s'arrête donc au centre de santé Highfield, à seulement 300 mètres de l'hôtel. Sa famille va publier un site internet dédié à sa disparition, un site qui est fermé aujourd'hui, et elle ouvre également une page Facebook qui, elle, est toujours en ligne et sur laquelle les proches de Jon publiaient, que c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, des appels à témoins, des messages d'amour qui lui sont adressés ou encore publier les avancées de l'enquête.
Malgré cette énorme communication autour de sa disparition, rien n'y fait. Aucun élément ne permet d'avancer. Et pourtant, pour la police, il y a forcément quelqu'un qui sait ce qui s'est passé ce jour-là. Pour elle, grâce aux éléments donnés par sa famille, Yon n'a pas le profil de quelqu'un qui souhaite disparaître volontairement et il le répète. C'est un père de famille, il aime ses enfants, il devait passer 10 jours en Irlande avec sa fiancée, des vacances en amoureux. Et puis rappelez-vous, il n'a pas pris son passeport. Ses cartes de crédit sont surveillées aussi, mais aucun mouvement n'est enregistré sur les comptes en banque de Yon. Bref, ça ne ressemble pas du tout à une disparition volontaire. Mais pour autant, les jours passent et l'enquête n'avance pas. Personne ne sait où a bien pu passer Yon Jonsson. Et les espoirs de la famille de le retrouver vivant s'amenuisent de jour en jour. Le 4 mars 2019, la protection civile commence à chercher Yon Jonsson. D'abord dans un rayon de 1 km autour de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois, soit près du centre de santé, à seulement 300 mètres donc de l'hôtel Bonington où il séjournait. Encore une fois, aucun élément permettant d'avancer sur l'enquête n'est retrouvé. Pour la famille, c'est une bonne nouvelle, ceci dit. Ça veut dire que Yon n'a pas été tué dans les environs de son hôtel, ou en tout cas, que son corps n'a pas été laissé là. Et surtout, ça signifie que la famille et les volontaires vont pouvoir chercher à d'autres endroits. Cette zone, en tout cas, n'a plus à être à fouiller. La protection civile poursuit ses recherches, la Garda aussi poursuit son enquête, mais rien ne permet de savoir ce qui est arrivé à cet homme. Jusqu'au mois d'octobre 2020, soit 20 mois après la disparition de Yon à Dublin, un rebondissement laisse penser que l'enquête avance et qu'on pourrait avoir un début d'explication. Ali Bracken, une journaliste du quotidien irlandais Irish Independent, publie un article dans lequel elle assure que l'enquête a finalement conclu à un meurtre dans l'affaire de la disparition de Yon Jonsson. Dans son article, elle assure que la police islandaise aurait été informée que Yon Jonsson a bien été tué le jour de sa disparition. Tué par accident, par un compatriote islandais, dit-elle. Et pour quelle raison ? À cause d'une somme d'argent perdue lors du tournoi de poker. Et ces informations transmises à la police islandaise viendraient, toujours selon la journaliste, d'un criminel lui-même emprisonné en Islande. Elle va même plus loin dans ses explications. Voici ce qu'elle dit exactement dans son article. La police islandaise a été informée que M. Jonsson a rejoint une partie de poker illicite le vendredi soir et a perdu plus de 4 000 € appartenant à un criminel islandais. Si M. Jonsson n'est pas impliqué dans la criminalité, il a été signalé à la police qu'il se serait rendu en Irlande avec cette importante somme d'argent appartenant au criminel. L'argent était prévu pour inscrire un certain nombre de joueurs au tournoi, mais au lieu de cela, M. Jonsson aurait participé à un jeu illicite et perdu la totalité du lot. Il est avancé aussi qu'il aurait essayé de quitter la partie quand il a commencé à perdre, mais n'y aurait pas été autorisé et aurait même reçu quelques gifles d'autres joueurs, également ressortissants étrangers. Et ce n'est pas tout. Ali Bracken, la journaliste, assure aussi que lorsque la fiancée de Yon, Yana, est arrivée dans la chambre d'hôtel le samedi matin, le couple se serait disputé. Justement, à cause de cette partie de poker et de cet argent perdu. Mais à part Ali Bracken, personne n'a de telles informations à communiquer dans cette affaire. La Garda assure à ce moment-là que son enquête se poursuit et qu'elle cherche justement à savoir si toute cette histoire révélée par la journaliste est vraie. Et le lendemain de l'apparition de cet article, le 6 octobre, la famille de Yon dément d'ailleurs toutes ces informations. C'est l'une des sœurs de Yon, Torun, qui le dit. Selon elle, l'histoire est, je cite, au mieux fondée sur des renseignements provenant d'une source peu fiable, ou au pire complètement inventée. Et c'est surprenant puisque, dans son article, Ali Bracken assurait que l'informateur en question avait directement contacté la famille de Yon. Donc si la famille elle-même dément, l'information ne tient plus. La famille d'ailleurs prévoit à ce moment-là de porter plainte auprès de l'Union nationale des journalistes d'Irlande contre Ali Bracken et l'Irish Independent. On ne sait pas finalement si la plainte a été déposée. Mais en tout cas, l'article publié le 5 octobre 2020 par Ali Bracken est toujours disponible sur le site de l'Irish Independent. Et pourtant, aucune nouvelle info à ce moment-là ne permet de dire que ce qu'elle raconte est vrai.
La Garda ne parvient pas à trouver de preuves de cette histoire. Yon est introuvable malgré les recherches et on ne sait toujours pas ce qu'il est devenu. La famille de Yon décide donc d'engager un détective privé, espérant ainsi relancer l'enquête et trouver de nouveaux éléments. Mais là non plus, ça n'avance pas et le détective privé ne trouve rien de plus que la police. Ce n'est que 5 ans après la disparition de Yon à Dublin que l'enquête semble prendre un nouveau tournant. En février 2024, vous voyez, c'est récent, de nouvelles recherches sont menées dans le cadre de sa disparition, dans un parc public de Dublin, le Santry Park, qui se trouve à environ 4 km de l'endroit où Yon a été vu pour la dernière fois. Des recherches de grande ampleur, notamment dans les espaces boisés du parc. Le lac qui se trouve dans le parc est sondé, lui aussi, à la recherche d'un corps ou d'éléments pouvant laisser penser que Yon Jonsson aurait été tué par ici. Une unité sous-marine et des chiens spécialisés dans la recherche de cadavres sont déployés dans le parc. Alors, question que vous vous posez certainement et que tout le monde s'est posé à ce moment-là, pourquoi d'un seul coup, 5 ans après cette disparition, des recherches sont menées à cet endroit-là précisément? Parce que la Garda a reçu quelques jours plus tôt une lettre anonyme, un courrier plutôt vague selon la police, mais qui laisse penser qu'il a pu arriver quelque chose de grave à Yon Jonsson et que des recherches à cet endroit-là pourraient permettre d'en savoir plus. Dans cette lettre, dont un exemplaire a également été envoyé à un prêtre dans la région de Dublin, il serait question de meurtre. Et il est dit que les restes de Yon Jonsson auraient été jetés dans ce parc public en février 2019. Les recherches durent 3 jours, du 13 au 16 février 2024. Mais une fois de plus, les efforts ne sont pas payants. Aucune information supplémentaire sur le sort de cet homme n'est découverte lors de ses fouilles au Santry Park. Aucun reste humain n'est retrouvé. En même temps, il s'est passé 5 ans depuis la disparition. Le corps a très bien pu être déposé ici, au fond de l'eau, du lac par exemple, ou à l'air libre, dans une zone boisée, mais 5 ans après, il peut ne plus rien en rester. Mais je pense qu'on aurait tout de même retrouvé des os. Et puis, les chiens spécialisés auraient sûrement quand même flairé quelque chose si un corps avait été déposé dans les environs. La Garda lance alors un nouvel appel pour tenter de comprendre, un appel à l'auteur ou aux auteurs de ces lettres anonymes. La police leur demande d'entrer directement en contact avec eux, assurant que leur anonymat serait préservé, mais personne ne se manifeste et ces 2 lettres anonymes restent sans suite. Les articles dans les journaux, eux, reprennent. Et l'histoire racontée par Ali Bracken en 2020 refait surface. L'Irish Mirror, par exemple, assure avoir des infos de la police irlandaise et que les enquêteurs pensent désormais que Yon Jonsson a perdu de l'argent lors d'une partie de poker, qu'il a été tué le jour de sa disparition et que son corps a été jeté dans ce parc. Alors la question qui se pose est la suivante. Les infos relayées par Ali Bracken en 2020 étaient-elles vraies? Honnêtement, moi je le pense. Quoi qu'il en soit, au moment du bouclage de cette vidéo, en mai 2024, aucun élément ne permet de savoir ce qu'il est réellement arrivé à Yon Jonsson. Sa famille continue de le chercher, elle se rend à Dublin régulièrement pour tenter d'en savoir plus sur l'avancée de l'enquête. Ses proches continuent de poster des messages sur la page Facebook dédiée à la disparition de Yon, mais aucun message n'a été posté depuis février 2024 et les recherches menées au Santry Park. Plus de 5 ans après sa disparition, Yon Jonsson est toujours introuvable. Yon et moi avons été des partenaires, un couple marié, des parents, des meilleurs amis. Il est difficile de trouver un ami et un père de famille plus fiable que lui. Yon est là pour nous, quoi qu'il arrive. Il est incompréhensible qu'il disparaisse. Nous ne comprenons pas et avons désespérément besoin de lui à la maison. C'est donc la fin de cette étrange disparition qui, vous le voyez, n'a toujours pas été résolue en 2024. Il y a beaucoup de mystères concernant cette disparition. Pour moi, ce n'est pas une disparition volontaire. Vous me direz ce que vous en penserez évidemment en commentaire. J'ai aussi un doute sur ce que dit, et j'ai commencé à vous en parler là tout à l'heure, sur ce que dit la journaliste. J'ai envie de croire qu'il y a une vraie part de vérité dans ce qu'elle a dit dans cet article. Déjà, il y a une chose qui me paraît étrange, c'est l'arrivée de Yana le matin et le fait qu'elle le laisse à l'hôtel et qu'elle parte, elle va boire un café toute seule en l'attendant.
C'est vrai qu'elle l'a peut-être laissé dormir, mais tout couple, j'ai envie de dire, normalement constitué, en tout cas tout couple qui s'entend bien, même si tu as passé une nuit un peu complexe et que tu as ta compagne qui arrive pour passer un petit peu de temps avec toi, je pense que tu te lèves, tu fais un effort et tu vas prendre le petit déjeuner avec elle. Là, on a vraiment ce couple qui se retrouve à peine quelques minutes dans la chambre d'hôtel et qui se sépare. Elle va prendre son café de son côté et lui est censé dormir. Vous voyez ce que je veux dire? Et total, il dort pas si longtemps que ça, puisqu'on le voit un peu plus tard, allez, 3/4 d'heure, 1 heure plus tard, sur les images de vidéosurveillance. Donc qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre? Est-ce qu'il y a eu une dispute, comme le dit la journaliste, concernant justement la perte d'argent? Et moi, je suis convaincu qu'il y a eu quelque chose dans la chambre d'hôtel, qu'il y a eu une dispute et que, alors évidemment, cette dispute, elle est peut-être anodine, vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a sûrement rien à voir avec sa disparition, mais ça peut être le facteur déclenchant de la disparition. On dit qu'il n'a pas disparu volontairement, mais ça se trouve, eh ben, il s'est complètement évaporé tout seul. Parce qu'il a perdu une grosse somme d'argent, parce qu'il s'est disputé avec sa compagne. Mais encore une fois, si on écoute la famille, ça ne fait pas partie de son caractère et c'est quand même improbable que ça se soit passé comme ça. Est-ce qu'il a fait une mauvaise rencontre? Est-ce qu'il avait un rendez-vous le lendemain pour régler une histoire d'argent, justement, et que ça aurait mal tourné? C'est aussi possible. À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'essaie de suivre tout ça. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.